Président. Merci surtout aux organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à participer à cette discussion qui est évidemment récurrente, on l'a dit, mais qui est, je crois, aujourd'hui très actuelle et très parfois polémique dans certaines institutions académiques. Et cela, effectivement, a retenu ces derniers mois, notamment, pas mal de notre énergie, notamment dans mon laboratoire, mais pas uniquement. Pas facile d'intervenir après la présentation de Marc. La mienne sera d'une part beaucoup plus courte et puis surtout beaucoup plus prosaïque et moins profonde. Je vous prie de m'en excuser par avance. Je parlerai ici en vérité des études africaines telles qu'elles se sont constituées en France. Il y aura sans doute également des redites par rapport à ce que Pierre Boilet a fait hier, mais je vous prie de m'en excuser aussi parce que j'étais en cours, je n'ai pas pu y assister. Donc la façon dont les études africaines se sont constituées dans leur rapport aux sciences sociales dans l'Hexagone, et cela mériterait bien évidemment une extension et une comparaison disons, à l'échelle européenne, aux États-Unis éventuellement, parce qu'on en parlait ce matin, ainsi qu'à la façon dont les recherches sont menées dans les universités africaines. Je laisserai ça de côté aujourd'hui. Jean Coppens avait écrit pour sa part un petit livre là-dessus auquel on peut se référer. Donc, je le disais, ça ne sera pas véritablement une réflexion très épistémologique ni même historiographique. C'est plutôt, disons, une réflexion tirée de l'expérience, de ma double expérience, je dirais, à la fois d'enseignant-chercheur en études africaines, ayant dirigé pendant une quinzaine d'années master d'études africaines de l'Université Paris 1 en sciences politiques, et passé depuis lors, depuis 2 ans, aux séries, dans un laboratoire qui, cela vous a été expliqué, je pense, hier, combine précisément les approches d'Air et le comparatisme. Donc cette translation n'est pas anodine par rapport à ce que je voudrais dire dans un instant. Et puis expérience éditoriale également, au sein de la revue politique africaine, dont je me suis occupé pendant assez longtemps, et des éditions Cartala. Donc c'est à partir de ce double point de vue-là que je voudrais en fait vous livrer quelques remarques. Et en revenant donc sur l'évolution des études africaines dans le champ des sciences sociales, notamment de la science politique dont je suis plus familier. On parlait d'ethnie tout à l'heure. Bon, voilà, je peux revendiquer cette ethnie-là, éventuellement, mais on verra à quelles conditions. Donc je voudrais revenir sur les questions vivement qui ont traversé tout le colloque, à savoir la place des études d'Air dans l'analyse comparée, dans l'analyse comparative, et surtout leur rapport à la doxa ou à la norme disciplinaire, ou à ce que l'AERS appelle les domaines centraux de la discipline. Je reviendrai sur cette affaire-là. Et donc, in fine, reposer peut-être autrement la problématique que Marc relevait à l'instant, lancinante de l'universalité des modèles et de la singularité ou de l'historicité des trajectoires. Comment sortir de cette double impasse, en quelque sorte, d'une conception universaliste ou d'une approche culturaliste de la recherche comparatiste sur chacune des aires. J'imagine que la problématique se pose. Dans le cas d'espèce qui nous concerne ici, les études africaines, cela prend aussi, je dirais, parfois une dimension idéologique qu'il ne faut pas négliger, par exemple, autour de la question démocratique. Peut-il y avoir une démocratie africaine? Ce sont des débats éminemment politiques, idéologiques, mais qui traversent aussi, bien sûr, disons, nos réflexions méthodo et épistémologiques vis-à-vis desquelles on peut toutefois se positionner. 2 remarques liminaires peut-être pour engager la discussion. D'abord, par rapport au terme africaniste, qui est souvent utilisé pour désigner ceux qui font des études africaines. Je dirais qu'à cet égard, la reconnaissance institutionnelle et académique et, disons, tout à fait similaire à ce que peut être, disons, la reconnaissance sociale en général, cette affaire de distinction sociale, cette affaire de classement, cette affaire aussi de jeu sur les stigmates. Et la notion d'africaniste, tout comme d'ailleurs la notion de politologue, qui est mal vécue pour les politistes, c'est devenu un peu un gros mot au fil du temps, un stigmate,
voire parfois une insulte, en raison bien sûr de ses relents coloniaux, de son histoire coloniale, d'un courant d'études issu d'une ethnologie, d'une histoire, voire, je dirais, d'une science administrative qui fut l'auxiliaire de la conquête impériale. On sait tout ça, donc je ne vais pas insister, j'imagine que Pierre aussi en a parlé hier, mais donc effectivement, difficulté, on le conçoit, à se positionner par rapport à cette qualité ou à cette notion, ou à ce statut, si l'on veut, en raison également, peut-être faut-il aussi le dire, des collusions, ou des transactions collusives, dirait mon ami Daubry, de certains africanistes avec les pouvoirs établis, ici ou là-bas. Ici, en tant que conseiller diplomatique, on pourra aussi y revenir, sur le continent, avec, depuis les indépendances, combien de juristes devenus conseillers des princes, experts en écriture de constitution, voire en révision constitutionnelle, et ça fait encore l'actualité du continent ces jours-ci. Donc, cette qualification, je le disais, portée comme un stigmate, a été et continue d'être largement rejetée par la plupart de ceux qui travaillent sur le continent, qui ont plutôt tendance à se désigner comme historiens de l'Afrique, ou politistes, ou sociologues travaillant sur l'Afrique, etc. Et il est plutôt de bon ton de se présenter comme comparatiste, ou comme internationaliste, notamment quand on se présente devant une commission de spécialistes ou dans d'autres instants. Et je crois que les fléchages, d'ailleurs, je vous le disais, je vais être très prosaïque, pardonnez-moi, les fléchages même des postes qui sont offerts au concours témoignent bien de cette difficulté à dire, en tout cas de cette tension entre le mot et la chose, comme disait Caroline mercredi soir. Donc il y a ce positionnement problématique et souvent disons, ce souci de ceux qui travaillent sur l'Afrique aussi de se positionner sur d'autres espaces, ou en tant que comparatiste, quitte à mener des travaux peut-être plus mineurs sur la chasse à la palombe dans le sud-ouest de la France, ou sur les cultures culinaires dans le Médoc, comme mon ami Christian Coulon, que Marc citait tout à l'heure, et à laquelle évidemment ma communication fait référence. Alors aujourd'hui, ces querelles terminologiques, elles sont relativement apaisées, même si, évidemment, subsiste dans notre champ, comme dans les autres, ce débat récurrent sur les area studies, on l'a plus ou moins, je dis, accepté comme, disons, un terme désignant simplement un champ d'études, une bibliothèque, ou des bibliothèques plus ou moins communes et plus ou moins partagées, assumé, je le disais, parce que surtout les études africaines ont, depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années, ne sont plus celles de l'Afrique de papa, pourrait-on dire, de l'Afrique coloniale. Ce sont, est-ce que c'est définitif ou complètement, je ne sais, des parties de ce complexe colonial, et ce sont surtout, c'est ça mon point, mieux insérées dans chaque champ disciplinaire, même si cette insertion demeure fragile et ambivalente, et c'est le point que je voulais discuter. Un exemple aussi très prosaïque de cette ambivalence-là, je me suis souvenu, en préparant cette conférence, des débats que nous avions au sein de la revue politique africaine, au moment, vous vous en souvenez sans doute tous, de ce fameux classement des revues par l'AERS. Je crois que c'était 2007-2008, quelque chose comme ça. Donc il y a eu beaucoup de débats à ce moment-là. Et au final, après plusieurs mois, je crois, de discussions internes, il s'est trouvé que la revue politique africaine, en sciences politiques, était apparue comme une revue de rang A, donc classée de rang A. Parmi 7 revues seulement, classées de rang A, et qui étaient considérées comme centrales dans le champ, la revue française de sciences politiques, Politics, Genèse, Critique internationale, Raison Po. Donc nous étions très fiers, évidemment, de figurer parmi ce classement-là. C'était la seule revue d'air, en quelque sorte, classée à ce titre-là. Mais ce qui est intéressant, donc, je dis, par rapport à ces critères de centralité dans la discipline, qu'il nous faut évidemment interroger. La centralité par rapport à quoi? Par rapport à quel centre? Ça renvoie aussi à ce que disait Jean-Luc Racine par rapport aux marges. Mais ce qui est l'ironie de l'histoire, là aussi, c'est que finalement nous avions été classés A en raison d'une décision administrative de l'AERS consistant à classer au rang le plus haut les revues qui avaient été classées dans d'autres disciplines. Et il se trouve que nous avions été classés A en anthropologie.
Voyez, et donc ça nous a valu cette belle cotation, comme si effectivement les terrains lointains, les terrains exotiques étaient destinés à n'être que des terrains anthropologiques, hein, alors même que nous étions une revue de sciences politiques. Bon, c'est peut-être anecdotique, hein, pardonnez-moi, mais je crois que c'est assez significatif de cette ambivalence que je voulais pointer. Deuxième remarque liminaire, c'est de quelle Afrique parle-t-on lorsqu'on évoque les études africaines. Je crois que Pierre Boilet a déjà évoqué ce point hier. Quand on évoque les études africaines, il va de soi qu'on parle de l'Afrique subsaharienne. Très bien. L'Afrique noire, comme on disait à l'époque. Hein, et le centre d'études d'Afrique noire de Bordeaux, hein, qui s'est transformé depuis, hein, manifestait bien cette histoire-là. Hein. Alors, en France, ça a été longtemps aussi l'Afrique francophone, hein, mais pas uniquement, hein, en comparaison justement d'autres traditions africanistes. On a été depuis longtemps beaucoup plus ouvert, hein, au monde anglophone et lusophone, mais quid, évidemment, de l'Afrique du Nord, quid de l'Éthiopie, hein, ou du Soudan, ou de la Corne, qui semblent, hein, chacun de ces pays, relever d'autres traditions de recherche et constituer, j'allais presque dire, des area studies en elles-mêmes. Hein, un petit peu comme les études turques, il y a, hein, les éthiopisants, hein, qui effectivement ne se considèrent pas et ne sont pas d'ailleurs considérés comme, hein, disons, des africanistes classiques au sens classique du terme, car ayant constitué une bibliothèque particulière liée aussi à une histoire singulière de l'Éthiopie. Hein, de la même façon que je l'indiquais, hein, le Soudan ou la Corne, et bien sûr l'Afrique du Nord relève à la fois d'autres espaces supposés, hein, géographiques, mais surtout académiques et institutionnels. Et quid, évidemment, de l'Afrique atlantique, pourrait-on dire, hein, de l'espace des diasporas ou de toutes les réflexions sur le panafricanisme, hein, qui se sont nourries justement de la circulation des modèles. On évoquait ce matin avec M. Potier le cas des études d'Africana, hein, aux États-Unis, qui conjuguent, on le sait, hein, à la fois des African Studies et Afro-American Studies. Alors, ce sont des frontières évidemment scientifiques, hein, tout autant que géographiques, qui sont parfois invisibles ou trop visibles, et qui sont évidemment héritées, hein, de ce grand partage colonial. Et ces frontières-là continuent évidemment de prévaloir, hein, dans notre champ, dans la division académique du savoir, aussi bien d'ailleurs que dans la définition des masters, par exemple. Je crois que cet après-midi, il y aura des sessions consacrées à cela, donc je ne développe pas ce point. Sauf que, hein, et c'est là que je voulais en venir, les évolutions même du continent africain dans son ensemble, à la fois sur le plan économique, social, politique ou sécuritaire, bouleverse complètement, hein, cette division académique du travail et ces frontières invisibles héritées du partage colonial, et contribue au contraire à une conjonction, à une convergence croissante entre les deux rives du Sahara, qui furent longtemps, hein, un espace d'altérité. Hein. Les printemps arabes, hein, ou ce qu'on appelait les printemps arabes, la circulation, hein, des formes protestataires, comme on le voit aujourd'hui, hein, ou la semaine dernière à Ouagadougou, et comme on l'a vu il y a 2 ans au Sénégal, ont montré précisément cette circulation, hein, de ce qu'on appelait le dégagisme tunisien, hein, ou en tout cas de nouvelles formes de protestation et d'occupation de l'espace public. La circulation des marchandises et des hommes à travers le Sahara est une longue histoire, mais l'enjeu aujourd'hui, hein, soi-disant du terrorisme sahélien, rebat complètement ces cartes-là, hein, rebat notamment ces cartes à la fois administratives, au sein même du Quai d'Orsay par exemple, hein, mais aussi les cartes mentales, hein, héritées de ce grand partage, dans la mesure où on ne peut évidemment penser aujourd'hui ce qui se passe au Nord Mali sans faire à la fois référence à l'histoire libyenne, à l'histoire algérienne et évidemment aux histoires croisées des pays sahéliens. Alors ce grand partage, évidemment, hein, il n'est pas tout nouveau, enfin cette volonté ou ce souci de dépasser, hein,
cette frontière-là, elle est évidemment, c'est une histoire aussi. Hein. On a essayé, par exemple, au sein de politique africaine, de faire converger ces travaux-là. Le centre d'études d'Afrique noire que j'évoquais à l'instant à Bordeaux s'est transformé de manière significative en un laboratoire qui s'appelle Les Afriques dans le monde. Hein. Donc, bon, tout ça, évidemment, évolue, hein, mais il reste difficile, évidemment, de prendre en compte encore ces vieux héritages. Alors, au-delà de ça, existe-t-il donc un champ africaniste à proprement parler? Je n'insisterai pas trop sur ces aspects institutionnels, parce que je crois que ça a été l'objet de la discussion d'hier, et je ne reprendrai pas ce que Pierre Boilet a dû dire autour du GIS d'études africaines. Ce qu'il faut simplement relever, c'est qu'en comparaison d'autres tradition d'autres pays, notamment européens, les recherches sur l'Afrique tiennent en France, hein, en raison de l'histoire bien évidemment, une place quand même qui est assez importante en termes de nombre de chercheurs, avec des laboratoires dédiés, des revues spécialisées qui sont assez nombreuses et reconnues, des bibliothèques également spécialisées, mais je le disais, ça reste un secteur relativement fragile. En 2003, il y avait eu un rapport du CNRS, rédigé notamment par Dominique Darbon et Jacques Frelot, qui pointait précisément hein, ces fragilités, ces incohérences même des études africaines en France, et qui concluait, je cite Darbon, l'absence de communauté africaniste en raison à la fois de l'éclatement des sites, hein, des laboratoires, mais aussi de la diversité des approches des écoles et de la, je cite, faible consistance épistémologique de ce secteur, mais je crois que c'est un constat effectivement qui est partagé par nombre d'aires hein, et qui a fait déjà l'objet de beaucoup de discussions ici. Alors en réaction à ce rapport, hein, il y a eu une forte mobilisation justement de cette communauté qui n'existait pas, mais qui s'est finalement matérialisée et qui en est venue à exister, hein, je dirais en réaction un peu à disons à cet état de qui était fait hein, à ce moment-là, et notamment ici, dans cette même salle, en 2006, hein, nous nous sommes tous regroupés au sein d'un RTP soutenu par le CNRS, un réseau thématique prioritaire qui a, je crois que ça a dû être rappelé hier, conduit donc à la création du groupement d'intérêt scientifique sur l'Afrique et à la tenue hein, de rencontres régulières en France, les rencontres d'études africaines qui se sont tenues donc en 2006, en 2010, en 2014, et tous les 4 ans, c'est un peu comme les Jeux Olympiques, hein, et qui ont vocation comme ça à rassembler l'ensemble des chercheurs travaillant sur l'Afrique en France et peut-être aussi dans ses marges. Hein. Je note, hein, et je vais y venir, que cette tendance-là, regroupement, s'est accompagnée aussi et synchrone évidemment avec des dynamiques institutionnelles qui évidemment ne sont pas du tout anodines, à savoir un regroupement des laboratoires qui a été d'abord impulsé, forcé presque par le CNRS et qui a vu une espèce de processus de fusion-acquisition de petites unités par les grosses et à la constitution d'une espèce de duopole maintenant entre Bordeaux et Paris, donc le LAM hein, que j'évoquais, les Afriques dans le monde, et l'Institut des mondes africains qui a fusionné aussi avec le labo de l'EHESS. Donc il y a, hein, depuis quelques années, je disais, on peut dater ça du milieu des années 2000, un nouveau dynamisme hein, des études africaines, dont témoigne par exemple aussi l'activisme dont font preuve nos jeunes chercheurs, doctorants, post-doctorants, qui ont eux aussi pris cette initiative de se regrouper en une association nationale des jeunes chercheurs en études africaines, qui tiennent eux aussi hein, leur grand colloque annuel où se regroupent donc des jeunes chercheurs travaillant sur l'Afrique dans toute la France. Un renouvellement, un dynamisme qui se marque aussi par un renouvellement des objets que ces jeunes chercheurs, sur lesquels ces jeunes chercheurs travaillent, par un rajeunissement également des structures professionnelles qui organisent notre milieu, notamment les structures associatives. Dynamisme qui se marque enfin par une internationalisation croissante
également de ce secteur des études africaines. Nous avons par exemple monté un joint programme avec Columbia. L'année prochaine se tient à Paris le grand congrès des études européennes, congrès européen des études africaines. Bref, il y a comme ça une dynamique qui est en cours. J'arrête là l'African Studies Pride, mais il y a ce mouvement-là qu'il faut noter. Et il y a aussi, et je crois qu'on ne peut pas non plus négliger ce point, une forte demande sociale, médiatique, voire politique, par rapport au continent africain, en raison effectivement de tout un tas de facteurs, et notamment de crises dans lesquelles la France s'engage, parfois la fleur au fusil. Donc, pour toutes ces raisons, on peut d'une certaine façon considérer que les études africaines sont en partie sorties du précaré dans lequel elles étaient. Elles restent néanmoins fragiles. Je pense que ça a déjà été dit aussi hier, en termes de recrutement, par exemple, même si le CNRS ouvre toujours ses portes à de bons chercheurs africanistes. L'université est évidemment beaucoup plus à la traîne sur ce plan-là. Le secteur éditorial est aussi en grande difficulté. J'évoquais notre revue politique africaine qui se débat toujours pour trouver un secrétaire de rédaction depuis des années et qui n'a devant elle, disons, une trésorerie que pour faire face à un an de publication. Vous voyez, on pourrait tout aussi bien mentionner les instituts français de recherche en Afrique. Peut-être que cela a déjà été discuté également hier, mais il y a quelques ironies d'une certaine façon à tenir aujourd'hui ce grand colloque sur les aires au CNRS, alors même que cette institution, d'une certaine façon, accrédite la décision du Quai d'Orsay de fermer des IFRE aujourd'hui en Afrique et ailleurs, puisque l'Institut français de recherche d'Ibadan au Nigeria et celui qui est situé en Éthiopie sont, disons, sur la sellette et doivent être bientôt fermés, ce qui est singulier, somme toute, parce que quand on réfléchit en termes géostratégiques ou en termes de stratégie d'influence, on ne peut pas dire que le Nigeria et l'Éthiopie soient de petits pays négligeables. Bref, on pourrait évidemment comme ça faire la balance en évoquant aussi peut-être les difficultés de l'enseignement des études africaines et leur positionnement extrêmement ambivalent, comme je viens de l'indiquer. Là, peut-être également, et pardonnez encore une fois d'être très prosaïque, il me semble que la façon dont ces études africaines ont été longtemps enseignées n'est pas étrangère à la position plus ou moins marginale, plus ou moins ambivalente qu'elles tiennent aujourd'hui dans le champ de l'enseignement en politique comparée. Pourquoi ? Parce que, j'allais dire, avant cette nouvelle phase que je viens d'évoquer, les études africaines étaient la plupart du temps enseignées selon des approches multidisciplinaires qui étaient revendiquées, comme dans toutes les aires, qui a au fond d'une certaine manière conduit à une espèce de dilution ou de bouillie théorique et méthodologique, avec une assez faible mobilisation des paradigmes centraux, que ce soit en sciences politiques, en sociologie ou autres. Les formations, les DEA, comme on les appelait à l'époque, ou les doctorats qui en étaient issus, étaient des doctorats, c'est un petit détail, mais qui étaient des doctorats en études africaines, option droit, option sciences politiques, comme c'était le cas par exemple à Bordeaux. Et puis, cette option-là, cette manière de concevoir, disons, les formations et même, disons, les doctorats, d'abord situés dans une ère avec une option en discipline, eh bien, cette problématique s'est renversée. S'est renversée dans les 15 derniers avec plutôt des masters de sciences politiques avec une option en études africaines, par exemple. C'était peut-être un petit détail, mais qui dit quand même le rapport différent à la discipline et au positionnement dans le champ. Alors, la reconnaissance institutionnelle, elle est compliquée, elle est parfois... c'est une lutte, j'allais dire, que ce soit, disons, à l'extérieur du champ de l'air ou au sein même de chacun des départements, faire reconnaître un DEA d'air comme légitime au sein d'un département de sciences politiques n'est pas chose aisée, quand on sait que cette reconnaissance va aussi de pair avec des allocations de thèse qui peuvent être un peu nombreuses, etc. etc. On a donc comme ça des facteurs internes, disons, à la dynamique de l'enseignement et des départements qui ont historiquement, disons, mis les études africaines dans cette situation d'ambivalence que j'évoquais tout à l'heure. Alors, en fait, pour mieux
saisir, et je terminerai sur ces plans, ces paradoxes, cette tension, cette ambivalence-là, d'une recherche africaniste à la fois dynamique, en plein renouveau, mais encore fragile et marginale. Je crois qu'il nous faut dépasser ces constats institutionnels que je viens de faire pour approfondir un peu plus les rapports que ces recherches africanistes ont noué, ont entretenu avec l'ordre disciplinaire et avec le comparatisme. Et ici, il me semble que la façon dont les recherches sur l'Afrique en sciences politiques se sont constituées sont assez révélatrices de cela. L'anthropologie, par exemple, c'est, on le sait, constituée comme discipline sur l'Afrique, dans son rapport privilégié aux terrains africains. C'est évidemment radicalement différent pour ce qui concerne la science politique. Je pense qu'Alain Dikoff en a parlé hier amplement, qui s'est au contraire forgé, notamment dans son rapport au droit, aux sciences juridiques, qui s'est au contraire forgé dans son ancrage hexagonal, dans son ancrage occidental et européen, tout ce qui n'était pas politique française étant considéré comme effectivement à la marge, voire comme des travaux, comme je disais tout à l'heure, plutôt anthropologiques. Les politistes travaillant sur l'Afrique étaient considérés, grosso modo, comme des anthropologues travaillant sur le politique, et le classement des revues auquel je faisais référence tout à l'heure le montre assez bien. La constitution même d'un sous-champ d'une science politique africaniste, eh bien, a changé les choses et en même temps donc a bouleversé cet ordre-là, en contribuant à la reconnaissance de ce champ, et en même temps, et c'est peut-être ça le paradoxe aussi, a sans doute contribué à cette marginalisation. Pourquoi ? Parce que cette science politique africaniste dont je parle, elle s'est constituée au tournant des années 70-80 dans un double processus de rupture. Rupture institutionnelle, avec des politistes qui, dans le domaine de l'Afrique comme dans le domaine plus général, essaie de s'émanciper des départements de droit, de s'émanciper aussi des approches, je le disais tout à l'heure, de certains constitutionnalistes conseillers des princes. Donc il y a une forme de rébellion académique, de rébellion institutionnelle de cette science politique africaniste qui se constitue dès le départ et qui donc les positionne dans une relation de défiance, d'une certaine façon, vis-à-vis de cette science normale. Et puis, je dis, autre rupture par rapport, disons, au canon classique de la science politique et de la sociologie politique telle qu'elle se pratique en France à l'époque, avec un déplacement du regard vers ce que on a appelé le politique par le bas, l'approche du politique par le bas, ou ce que Denis Constant-Martin appellera les objets politiques non identifiés, les OPNI, qui va conduire à de très nombreux travaux extrêmement intéressants. Alors, ces travaux du politique par le bas, ils ont, je crois, très largement renouvelé le regard de la sociologie politique sur tout un ensemble d'objets qui nous étaient pourtant familiers, je vais y revenir. Mais cela a sans doute aussi, et c'est ça ce paradoxe, cette tension, sans doute aussi contribué à marginaliser sans doute encore plus les études africaines dans le champ d'une science politique qui s'intéressait à des objets plus classiques, comme les partis, la mobilisation électorale, la sociologie électorale ou la science administrative. Donc je voulais pointer ce paradoxe, vous voyez, à la fois d'une grande visibilité de ces travaux qui ont irrigué le champ des sciences sociales, le politique par le bas, ça a été lancé par la revue politique africaine et par un groupe d'études qui s'était constitué aux séries au tout début des années 80 et qui était d'ailleurs d'emblée comparatiste, pas seulement africaniste. Il y avait des sinologues, il y avait des gens qui travaillaient sur le Moyen-Orient, etc., etc. Donc une grande visibilité ou une grande diffusion de ces problématiques-là, en même temps qu'une position relativement marginale dans le champ, alors même que, je le disais, ces travaux ont été d'un grand apport. On pourrait signaler, je vais pas faire une longue liste, mais en termes d'économie politique, les travaux sur l'Afrique, je crois, ont produit des travaux extrêmement innovants, depuis déjà l'anthropologie marxiste des années 70 avec Meyassou Ré sur les modes de production, jusqu'à plus récemment une économie politique de la domination ou de la critique des plans d'ajustement structurel qui frappent désormais l'Europe. Il y a une espèce de réflexion qui s'est menée là-dessus, sur la problématique des identités ou sur la façon de traiter de manière non culturaliste des dynamiques culturelles. Je crois que
les travaux sur l'Afrique ont été également très, très intéressants. Il faut signaler peut-être également une autre force de ces recherches sur le thème de la guerre ou de la sociologie de la violence, qui est reconnue par-delà nos frontières, ou bien sur la sociologie ou l'histoire des villes, de l'urbanité, mais c'est peut-être, ou sur la problématique de la démocratisation de l'espace public. On a eu récemment un débat très intéressant avec des collègues, justement, sur la problématique de l'espace public, autour de travaux que nous avons menés sur les politiques de la rue et sur ce qu'on appelait les parlements de la rue, des lieux d'investissement de l'espace, qui étaient d'ailleurs antérieurs. On avait mené cette recherche antérieurement au mouvement Occupy Wall Street, Tahrir et les Indignados. Donc ça a été intéressant ensuite de confronter ces recherches avec précisément ces mouvements qui s'étaient développés ailleurs. Et donc utiliser la notion d'espace public comme ça dans un champ, dans des sociétés qui, évidemment, historiquement, se sont forgées dans un autre rapport à la délibération publique, à tous les paramètres que Habermas, disons, mettait en évidence dans sa généalogie de l'espace public européen. Ça nous a aussi confrontés à cette problématique que j'évoquais en introduction de l'universalisme des notions versus l'historicité des trajectoires. Et on a pris comme option d'utiliser Habermas comme un programme de recherche plutôt que, disons, de le faire voyager comme ça dans les rues poussiéreuses d'Abidjan ou de Cotonou. Mais je disais, peut-être qu'un des points, ce sera ma conclusion, les plus importants de ces recherches, disons, études africaines en France, ça a été les travaux menés sur l'État, sur une revisitation de l'État par une sociologie historique comparée, qui fut, je crois, largement fructueuse, et pas seulement pour débattre des anciennes approches dépendantistes ou développementalistes, mais qui, me semble-t-il, a permis de penser l'État en Afrique loin justement des bêtises identitaires que reflétait le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy de l'Afrique qui n'était pas entré dans l'histoire, pour montrer au contraire l'historicité longue et profonde de l'État au sud du Sahara, tout autant que son extraversion. Et je crois que cette tension-là, ce pas en quelque sorte à la fois empirique et épistémologique a été extrêmement important dans notre réflexion, c'est-à-dire à la fois reconnaître l'historicité propre des formations politiques, étatiques, bon, évidemment héritées de l'empire colonial, ça c'est une évidence, mais aussi penser dans la longue durée l'extraversion de ces formations politiques, c'est-à-dire leur constitution, disons, à la fois dans les dynamiques du dedans et du dehors, comme disait Balandier. C'est, je crois, un des grands apports de ces études africaines qui permettent peut-être justement c'est un des grands défis, au fond, de toutes les area studies. Comment penser l'historicité, au fond, dans l'extraversion. Et il me semble que certains travaux, justement, ont permis de renouveler cette approche-là et aussi de renouveler notre regard sur le politique au sens large. Donc, à bien des égards, je conclurai sur ce point, les études africaines sont en partie sorties de leur ghetto géographique et académique. Il y a eu de facto un processus de désexotisation de ces recherches-là, qui a sans doute aussi quelque chose à voir avec cette manière d'entrer en conversation avec la comparaison, qu'elle soit intracontinentale ou extra-continentale. Il y a eu beaucoup d'efforts pour justement banaliser l'exotisme, comme Marc le disait tout à l'heure, pour l'insérer dans des conversations transversales plus larges et non pas en pratiquant un comparatisme plat, déshistoricisé, et en essayant donc de poser autrement ce rapport de l'historicité locale à l'universalité des modèles. Et je crois que les études africaines, ou en tout cas certaines d'entre elles, ont d'emblée sont d'emblée positionnés par rapport à cet enjeu-là. Jean-François Bayard, dans son introduction à l'État en Afrique, appelait justement à penser les sociétés africaines comme les autres, dans leur banalité historique et politique. Ce fut une longue bataille. Ce fut une longue bataille, je dirais, pour sortir de l'insularité des aires culturelles africaines. Est-ce que cette bataille a été gagnée ? Je ne sais pas, j'en sais rien, on n'est jamais sûr de rien. Il me semble néanmoins que cet exotisme dont il a été question ici est, je crois, devenu relativement banal, néanmoins dans notre champ. Mais en même temps, cette banalité-là, elle confère aussi aux études africaines
à la fois influente et marginale, je le disais, une position sans doute singulière, au bout ou au bord du champ des sciences sociales, comme le disait Christian Coulon dans l'article auquel je fais référence évidemment dans cette communication, et qui se concluait ainsi, je cite Christian Coulon, qui parlait donc des aires culturelles, mais bien sûr de l'africanisme. Les aires culturelles ne sont plus un champ clos figé dans un particularisme, mais une talvera, terme occitan qui désigne le bout du champ, bout quelquefois non cultivé, mais souvent cultivé autrement, et qui de toute façon doit être traversé pour pouvoir labourer. Donc je termine sur ce point-là, car il y a encore beaucoup de labour devant nous, et je ne veux pas prendre trop de temps pour la discussion. Merci beaucoup de votre attention.